Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et franchement je préfère en rire parce que cet après-midi c'était le très haut niveau du Guignol Saint-Germain. Le sommet de la mascarade notamment sur ce troisième but absolument fantastique. Le corner joué n'importe comment par Mbappé, Verratti qui loupe sa passe, Zaïre Emery qui n'attaque pas son ballon, les défenseurs qui se prennent pour je sais pas qui à laisser personne derrière, et au final, c'est Lionel Messi, le dernier défenseur du PSG, absolument sensationnel, et reprenez les images, c'est la vérité. Tout ça a commencé plus tôt dans le match, avec le carton rouge d'Achraf Hakimi, qui est tout aussi stupide, et ne venez pas me parler de frustration parce que Messi l'oublie, rien ne justifie ces deux gestes, voilà, qui méritent tous les deux carton jaune, et le premier, jaune orangé. Entre-temps, on a eu une prestation cataclysmique du PSG de Galtier, comme d'habitude pour la 9e défaite en 2023. C'est vraiment... Il n'y a plus de mots pour qualifier ça en fait. Parce que tu as une défense qui n'appréhende pas sa surface, ne sait absolument pas défendre dedans, défendre les centres, les 1 contre 1. Juan Bernat est abject en première mi-temps. Un milieu de terrain qui prend aucun risque à la relance, Marco Verratti compris. Il n'y a plus cette étincelle chez lui quand il a le ballon, qui se déplace n'importe comment, les pressings à contre-temps, et une attaque. Ah bah là, franchement, Messi cet après-midi, je crois que c'est... On dit ça chaque week-end, mais j'ai vraiment l'impression que c'est sa pire performance depuis qu'il a signé au PSG, à égalité peut-être avec sa mi-temps contre Lille en octobre 2021, mais il était sorti blessé. Il avait une gêne, il revenait de sélection, je crois. Il était un peu blessé. Mais alors là, ce soir, il a fait tout le match. Mais qu'est-ce que c'était inadmissible, du je m'en foutisme, mais vraiment absolu. Et alors Canal+ nous a fait du grand journalisme d'investigation, puisque selon Olivier Talaron, on aura la réponse concernant sa prolongation dans quelques semaines. Bah c'est logique, hein. Son contrat il expire au 30 juin. C'est logique qu'on va le savoir bientôt. Et franchement, on espère qu'il prolongera pas, hein. On est tous d'accord là-dessus. Mbappé, alors il y a son but qui est marrant en 2 minutes, hein. Mais enfin sur la première mi-temps, 31 ballons touchés, 10 de perdus, voilà. Un énervement notable sur l'ensemble de sa deuxième mi-temps. Et au final, un match où il n'a pas surnagé, pas fait grande différence, puisqu'en deuxième mi-temps, tu as quand même des occasions. Hein. Il y a la frappe de Fabian Ruiz, la tête de Danilo. Putain, si celle-là, il la pique, ça finit pas, par hasard, évidemment, sur la tête du gardien lorientais. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Il y a même Vitinha qui a allumé, alors dans les airs, hein, évidemment, mais qui a allumé quand même. C'est déjà ça de prix avec lui. Mais en aucun cas, Mbappé et Messi font des différences dans le jeu. Et puis surtout, à la perte, c'est notre première ligne habituelle, quoi. Une passivité absolument incroyable. Et moi, franchement, Mbappé, en fait, j'arrive pas à saisir son langage corporel. Le mec, comme je l'ai dit, en deuxième mi-temps, il m'a paru très énervé contre tout le monde sur le terrain, globalement. Il y a des moments, dans son jeu, il y a un peu de je m'en foutisme. Quand on perd le ballon, il en a rien à branler. Et ça, c'est ce qui m'énerve le plus. C'est peut-être pour ça que certaines personnes se disent il est anti-Mbappé, il en parle beaucoup. Mais franchement, je comprends pas, en fait. Plus le temps passe, plus je vois tous les autres ailiers courir beaucoup plus quand leurs équipes ont le ballon pour proposer et déstabiliser l'adversaire, et se replier quand ils n'ont pas le ballon. Aujourd'hui, le football est moderne. On est au 21e siècle, en fait. Et voir Mbappé, sur le deuxième but notamment, son attitude, elle est honteuse, en fait. Pas se replier, pas courir. Même quand il perd le ballon, c'est ça, en fait. Et de l'autre côté, le voir célébrer, comme il a célébré son but, on aurait dit qu'il avait gagné la Ligue des Champions, je comprends pas. Je comprends pas. Le mec s'en fout quand il perd le ballon, il se replie pas. Mais quand il marque contre Lorient, qu'il égalise, ça y est, il fait le tour du stade comme un dératé. Il court plus sur ses célébrations que sur ses replis défensifs. Et c'est tout le paradoxe dans son attitude que j'ai relevé ce soir, mais qu'on a eu tout au long de la saison, où globalement, il a fait plus parler de lui hors du terrain que sur le terrain. Bon, Messi, je l'ai déjà dit, de toute façon, lui, on va même pas en parler parce que son langage corporel... Mais il n'y a rien en fait, c'est le néant absolu, même pas d'énervement, rien du tout. Alors, le non-repli, machin chouette, on va pas en parler. Ce qui m'a gêné un petit peu ce soir, c'est que même quand on relançait, il était caché derrière son adversaire direct et il se déplaçait même pas pour offrir une solution de passe à ses partenaires. Et ça, mais ça rend fou, mais ça donne envie de dire des choses, mais... Bref,
C'est ça qui m'a énervé ce soir. Tout le reste, c'est Pepsi, quoi. On le connaît, il nous énerve depuis qu'il est là, et puis ce sera l'histoire de son passage au PSG. Bon, les milieux de terrain, je n'en parle même pas. Voilà, Carlos Soler a gagné 1 sur les 5 duels qu'il a eu à jouer en première mi-temps. Je crois qu'il touche même pas 20 ballons. C'est fantomatique, lamentable, lunaire. Il y a quelque temps, j'essayais de le défendre en disant qu'il appréhendait mieux le dernier tiers que les autres. Mais là, c'est même plus le cas en fait. Le mec est vraiment horrible et on ne comprend pas pourquoi Zaïre Emery n'est pas à sa place. Vitinha, pareil. Par moment, alors ça c'est tatillon. Évidemment, on peut ressortir le discours banal, manque d'intensité, les milieux qui se déplacent n'importe comment, qui n'ont pas de personnalité avec le ballon. Et ce soir, si on veut dire autre chose que le discours de d'habitude, ce qui m'a gêné, c'est Vitinha notamment, qui sort de l'alignement sur des phases de relance lorientaise, sans raison, à des moments où il ne faut pas le faire en fait. Les mecs ont une lecture du jeu, mais je suis très tatillon, ok. Hein. Et ça peut paraître bizarre de reprocher à un joueur de sortir pressé, mais à un moment donné, quand l'adversaire sont sur toute la largeur 3, avec plein de monde dans la densité, tu ne peux pas sortir de l'alignement comme ça, comme il le fait, en fait. Voilà, lui comme d'autres. Hein. Donc ça, c'est à mettre, encore une fois, au rayon des accusations. Tout le reste, hein, manque au duel et tout ça. Danilo démarre au milieu. Voilà, au final, sur le premier but, il est passif. C'est pas faute d'avoir prévenu qu'au milieu de terrain, il n'est pas à l'aise. On se souvient de son match mauvais contre Lens le 1er janvier à ce poste-là. Marco Verratti. Alors là, Marco Verratti, en fait, je crois que c'est ce soir que j'ai vraiment pris conscience que là, on était face à un Verratti à l'agonie, quoi. Parce que c'est compliqué. Gros volume de toucher de balle, pas de problème. Hein. Voilà, il en touche 2 fois plus que ses partenaires. Mais pourquoi? Pour quelles conséquences? Pour quelle influence sur le jeu? Plus de différence par le dribble. Quand il fait la touche de trop, maintenant, c'est ballon perdu. Avant, ça permettait à ses partenaires de se déplacer, aux adversaires d'être éliminés parce qu'il réussissait son dribble. Quand il passe, pareil. Comme je l'ai dit, sur le 3e but, passe pas assez appuyé. Passe latéral. Pourquoi tu fais ce genre de passe? Plus de ballons en cloche, comme il avait l'habitude de les faire, qui déséquilibre l'adversaire. Plus de passes appuyées dans les intervalles, entre les lignes. Alors, je veux bien que Pepsi se cache derrière son adversaire direct, que Neymar ne soit pas là, mais quand même, il y a forcément toujours une solution, surtout pour Verratti, qui est un joueur capable de garder le ballon autant que possible, afin de permettre à ses partenaires de se mettre dans des bonnes positions. Et là, c'est quand même très compliqué. Sans ballon, pareil. Il se fait enrhumer avec Bernat et Danilo sur le 2e, ouais, avec Fèvre. Alors, j'ai dit la défense appréhende très mal la surface. Évidemment, ça a toujours été au PSG. On a toujours très mal défendu dans notre surface. Bon, sur ce but-là, c'est vrai que quand Fèvre fait 1, 2, 3 différences à lui tout seul, derrière, c'est compliqué de maintenir l'équilibre, de savoir quoi faire vu la situation de supériorité numérique qui se crée. Qui d'autre? Bernat. Oh putain. Oh putain de bordel. Non, mais lui, c'est pareil. Enfin, voilà, dans les 1 contre... Là, il a mangé une drill, mais comme pas possible, par Fèvre. Heureusement qu'il est sorti à la mi-temps, parce que là, ça mérite un épisode de Faites entrer l'accusé. Enfin, là, c'était chaud. Il y a eu un bon appel à un moment donné, en début de match, où je crois que c'est Messi qui le trouve, et encore, je suis même pas sûr que ce soit Messi. Mais sinon, manger dans tous les compartiments. C'est très compliqué. 8 millions par an, on le rappelle. Nuno rentre. Alors, est-ce que c'était la bonne solution? À ce moment-là, on se dit, vite, faites rentrer Nuno. Le problème, c'est qu'il revenait de blessure, et au final, il rechute. Voilà. Et avec le recul, je pense qu'on peut aisément taper sur notre staff technique, notre staff médical, parce que c'est pas possible de le voir rentrer ce soir pour rechuter juste derrière. Les mecs, enfin, c'est évident, c'est comme le nez au milieu du visage. Notre staff technique tire sur les organismes des joueurs. Tout ça parce qu'on a un coach qui est incapable d'être créatif, incapable de pousser ses joueurs
à plier les matchs à la mi-temps parce que cette équipe a besoin d'être menée au score pour se réveiller. Voilà, on ne sait pas pourquoi. Et franchement, taper sur le staff technique, staff médical pour les blessures des joueurs, ok. Par contre, ce soir, je taperai pas sur Galtier. Je le fais dans d'autres vidéos. Voilà, pas de problème, sa communication. Je pense que cette semaine, je ferai une vidéo sur sa gestion des jeunes parce que la semaine dernière, il a fait une déclaration, encore une fois, lunaire. Mais franchement, quand je regarde les matchs, ok, tu peux revenir sur l'animation. Ce soir, c'était gaguesque de mettre autant de densité dans l'axe pour au final te faire démonter sur les côtés. Pas de problème. Le fait de faire jouer Danilo au milieu, de jouer à 4 derrière, son espèce de 4-4-2. Alors il y a l'adjoint qui a dit à Talaron que c'était un 4-3-3. Je crois vraiment que les mecs, ils étaient bourrés, quoi. Enfin, chaque membre du staff a sa compo à lui. Voilà, elles sont toutes différentes. Je vois pas d'autre solution, parce que c'était clairement un espèce de 4-4-2 losange, un 4-4-2 avec un carré Tetris au milieu, là, Vitinha, Solaire, Danilo, Verratti, tu comprends pas. C'est incompréhensible. Mais au-delà de ça, les mecs, ils ont de l'amour-propre pour eux, les joueurs. Ils ont de l'honneur, en fait. Parce que taper sur l'entraîneur, ses structures, ses choix, c'est cool. Mais ça va 2 minutes. À un moment donné, 9 défaites en 2023. Jamais à un moment donné, on a eu des joueurs qui se rebellent. Marquinhos, il a gueulé sur l'arbitre à un moment donné. Mais c'était gaguesque, ça, c'est pareil. La seule fois de la saison où on l'a vu gueuler, c'est sur l'arbitrage. Et pas sur ses partenaires qui sont léthargiques. Les mecs, à un moment donné, c'est aussi la responsabilité des joueurs, en fait. Messi, il veut pas prendre les pieds du camion, là, avec son gros salaire à 40 millions. À un moment donné, il faut aussi... Hakimi, c'est l'exemple parfait, Hakimi. Hakimi, c'est l'exemple parfait. Voilà, carton rouge au bout de 20 minutes. Mais ce mec-là, citez-moi dans les commentaires un match référence réussi de bout en bout par Achraf Hakimi au PSG. Palmarès d'Hakimi, j'ai posté sur Instagram une photo avec Grealish par terre contre moi en match de poule fin septembre contre Manchester City en 2021. Quand j'étais encore en train de capitaliser sur Antonio Conte et la préparation physique de Pintus à l'Inter. C'est tout. C'est que ça ton palmarès. C'est tes premiers mois réussis. Le reste, il n'y a rien. Il n'y a pas de continuité. Il s'est réveillé un petit peu 2 semaines en janvier. Mais après, quand Mukele il s'est pété et qu'il s'est fait opérer, non, c'est bon, monsieur, quand même, il est retombé dans ses travers, Hakimi. Là, il n'y a plus de concurrence, c'est Pembele, Galtier fait pas confiance aux jeunes. On va pas trop en demander quand même à Achraf. Quand il a le ballon, à chaque fois, c'est des percées pour faire des passes en arrière. Défendre, ça fait pas partie de son lexique, parce que vraiment, mais je pense qu'en fait, le problème, c'est que il y a des mecs qui vont me dire, comme la saison dernière, c'est la faute à Di Maria qui l'oublie. Là, c'est la faute à Messi qui l'oublie. Je veux bien l'entendre, parce que sur certaines séquences, c'est vrai. Mais en fait, Hakimi, c'est une généralité. C'est comme les comparaisons avec Nuno. Nuno, ok, il a 5 ans de moins qu'Achraf et il lui met une drill comme pas possible dans tous les aspects du jeu dans le registre. Mais en fait, Nuno, c'est quelqu'un qui est capable de surnager dans une équipe. Achraf, c'est quelqu'un qui a besoin d'un contexte. C'est pas un joueur gogol, c'est pas un joueur enfantin. C'est pas une insulte de dire qu'un joueur a besoin de contexte. Comme Wijnaldum. Voilà, il y a des mecs, ils ont besoin d'avoir des consignes, un entraîneur qui les cadre, comme c'était le cas avec Antonio Conte à l'Inter, qui d'ailleurs l'a mis sur le banc quelques matchs avant qu'Hakimi performe. Voilà. Les bienfaits d'un entraîneur avec de la poigne et de la concurrence, puisqu'il avait un joueur à mettre à la place d'Hakimi, Antonio Conte, pas comme Galtier, parce que là c'est vrai qu'à sa décharge, il n'y a pas grand monde, ce soir c'est Marquinhos qui est à droite, voilà. Hakimi a besoin d'un contexte. Là, il n'y a ni le contexte tactique, ni l'environnement, parce que à Paris, alors, on a entendu depuis longtemps, Riolo il le disait depuis longtemps qu'il était tombé dans les travers de la vie parisienne, Hakimi. Avec les unes de Vogue, machin chouette, les trucs avec les belles tenues, les défilés fashion, on les voit sur les réseaux sociaux en fait. C'est pas du complotiste de dire ça, on voit tout ça sur les réseaux, ils le postent en fait. Le divorce, voilà, ça pareil, c'est triste. Les accusations, sa situation judiciaire qu'on ne peut pas omettre. Donc évidemment, il y a beaucoup de choses qui font que cet été, changement d'environnement, je pense que c'est ce qui ferait du bien à tout le monde. Et lui le premier. Lui le premier, parce que nous, on sait très bien qu'on va le faire partir. Et que s'il est vendu dans le bon club où il aura le contexte et le bon entraîneur, il performera
Et nos gogoles de supporters, ils diront, oh bah, vous avez vu Hakimi, on le regrette, fallait pas le vendre. Mais si, il fallait le vendre. Sa carrière va beaucoup mieux, tant mieux pour lui. Au PSG, il aurait jamais fait ce qu'il fait dans l'autre club. C'est comme Nkunku et Diaby et machin chouette, en fait. Tous ces mecs-là, voilà. L'histoire au PSG ne s'est pas faite parce qu'ils ont besoin du contexte. Bref, donc là, bon, ce soir, sur son match, évidemment, il y a le carton rouge et tout ça. Et dans sa globalité, c'est vrai que Achraf, ben, c'est compliqué. C'est compliqué. Ramos, Marquinhos, je leur en veux sur le 3e but. Marquinhos, je trouve qu'il fait encore un match ignoble. Voilà. C'est dommage parce qu'il a eu des hauts et... Le pire Marquinhos, c'est qu'on a appris aujourd'hui que la prolongation, elle est signée. Ils ont même fait les photos pour l'officialiser. Mais ils attendent le bon moment, tu sais, pour l'officialiser. Mais les photos, en fait, il va falloir les refaire, là. Hein, parce qu'il va avoir le temps de prendre des rides avant de trouver le bon moment. Parce que là, au minimum, le prochain bon moment, c'est en septembre. Hein, quand on fera le fameux match de début de saison contre un gros européen, où on gagne 2-3-0, là, voilà. Parce que l'équipe d'en face, ils n'ont pas encore fini leur préparation physique. Comme City, le Bayern en 2017, le Real de Zidane quand on leur met 3-0. Enfin, moi, je vois que ça comme moment opportun dans une saison au PSG, en fait. Il y a que ça. Ou alors, les 3 semaines, mais là, il faut faire vite, hein, parce que c'est que 3 semaines, entre le match aller réussi et le match retour de 8e de Ligue des Champions. Et encore, là, cette année, l'aller, on l'a niqué complètement. Bref, bon... pas grand chose d'autre à dire. Hein. Nuno blessé, on espère qu'il sera là la semaine prochaine. On espère aussi que cette défaite ne va pas relancer la course au titre, parce que ça, ce serait le Graal, franchement, de perdre ce titre de champion. Là, ce serait plus que mérité, vous me direz. Hein. Voilà, hein. Il y a tout le monde qui dit oui, le vrai champion de France, ce serait le RC Lens pour leur beau jeu. Ben non, en fait, le championnat, c'est des faits. C'est le PSG, le champion de France. Il n'y a pas de vrai champion de France. Hein. Et plutôt que de dire Lens il devrait être champion, ben rendez-vous à l'évidence en fait. Si le pire PSG de QSI est quand même champion cette année, ça dit peut-être quelque chose du niveau de notre Ligue 1 aussi, hein, et des équipes autour. Hein. Désolé, hein, c'est pas que le PSG en fait. Voilà. La réalité c'est ça. Mais bon, comme le français est de base très, très arrogant, il n'aura pas l'humilité pour se rendre à l'évidence que nous donne ce titre de champion de France, pas mérité, pour le PSG. Ils préfèrent dire mais le vrai champion c'est Lens, le PSG, QSI, ils brisent avec leur gros budget. C'est comme l'OM. Toulouse hier, ils ont eu le temps de descendre en Ligue 2, revenir et gagner une Coupe de France, qu'ils n'ont toujours pas gagné de trophée en bas là, dans le sud. C'est pareil. Ça, c'est encore évidemment les pétrodollars du Qatar. Bien sûr, bien sûr. Bref, bonne soirée à tous. On a dévié un petit peu. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait, puis on se retrouve... on va parler mercato, les gars. De toute façon, il n'y a que ça à dire. Hein. On va faire la traditionnelle vidéo. Hein. Qui est le meilleur attaquant pour le PSG entre Kane, Osimhen et Colomani. De toute façon, on n'a que ça à se mettre sous la dent. C'est triste. Pendant que les autres clubs européens jouent des demi de Ligue des Champions, nous, on est en train de rêver. Puis, les gars, la réalité, c'est qu'il n'y en a aucun qui viendra. Il n'y en a aucun qui viendra. Au mieux, on fait Romelu Lukaku en prêt cet été. Hein. Et on signe un vieux espagnol du fin fond de la Liga NOS. Hein. Terminé. Bref, bonne soirée à tous. Bon, je pense que j'ai un peu abusé là-dessus parce qu'on a le budget et je vois bien Nasser prendre ce dossier en main en fait. Parce que là, Luis Campos, je voyais Galtier là. Parce que, en plus, Canal+, d'ailleurs au passage, commentateur, Choukri Elbey, faut arrêter. Hein, là, c'est comme le PSG. Dans leur domaine, c'est la comédie. Voilà, c'est une caricature de leur métier, ces mecs-là. Même Bey, je l'aimais bien un moment. Mais là, je sais pas dans quoi il est tombé. Délire, fixette sur Verratti, des avis. Mais le mec, je sais pas, ce gars est entraîneur et donne les avis qu'il donne, en fait. J'ai pas d'exemple en tête, je suis désolé. Mais re-regardez le match, enfin, il dit des trucs, mais qui sont dénués de sens à longueur de match. Et ce, depuis quelques week-ends déjà. Bizarre. Pour quelqu'un qui est quand même entraîneur du Red Star. Bref, dans tous les cas, Canal+, ils nous ont fait beaucoup de plans larges sur Galtier. Et en fait, autant de plans larges qui m'ont fait poser la même question inlassablement. Comment un mec comme Christophe Galtier a pu être nommé à la tête d'un club comme le PSG? Comment on a pu prendre Christophe Galtier et lui dire « C'est toi, c'est à toi qu'on va demander de gagner la Ligue des Champions
dans un temps resserré, parce que Kylian Mbappé, il a accepté de prolonger, mais en contrepartie, il a démonté nos finances. On a nommé Luis Campos l'assassin parce que son mercato est horrible. Et en plus, il a accepté de prolonger sur 2 années plus une en option. Donc la Ligue des Champions, comme il l'a dit au JT de 20h, s'il veut la ramener au PSG, c'est tout de suite ou jamais en fait. Il n'y a pas le temps pour un projet long terme, il a accepté. On a mis 2025 sur le maillot, mais en fait c'est 2024 et puis une année en option où c'est lui qui l'a. Et on a mis Galtier pour ça. Mais comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Parce que ce mec... Ok, Tourelle, Pochettino, Emery, ils ont eu des moments de médiocrité absolue. Mais ils ont aussi eu des moments où on voyait leurs pattes. Et surtout, en fait, avec eux, ok, il y a des moments où tu te disais, là, il n'y a qu'une seule solution, c'est le licenciement. Ok, on a voulu Tourelle dehors, Pochettino ou Unai Emery, et parce que, à un moment donné, ils ont perdu les pédales, c'est la réalité. Mais franchement, avec Galtier, je ressens un truc nouveau, en fait. Je me dis, ce mec... Je sais pas, c'est nul, c'est pas possible en fait. Ça n'a pas les épaules, ça n'a rien à faire ici en fait. Imposteur. Que les 3 autres, à la limite, il y avait des moments, Pochettino dans les grands matchs, Tourelle par période, Unai Emery jusqu'au 6-1 du Barça, il y a quand même le 4-0 à l'aller, tout ça. Mais lui, Galtier, il n'y a vraiment rien sur quoi se raccrocher. Et ne nous sortez pas le 7-1 contre Lille, qui est tué avec ce but rapidement, hein, parce qu'en plus... 15 jours après, on fait 1-1, piteusement, contre l'horrible Monaco de Clément, hein, qui, je rappelle, fait une saison pitoyable. Le seul club qui les a fait passer pour une bonne équipe, c'est nous. Aller-retour, hein, parce que dès le mois d'août, on fait un match pitoyable contre eux. Et en février, je crois que c'était un de nos pires matchs de la saison. Bonne soirée à tous, ciao les amis.